La province du Sud Kivu n'a plus une nouvelle fois des chefs-lieux sous contrôle de Kinshasa. Le 10 décembre, l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars AFC M23, soutenue par les Rwandais, s'est emparée de la ville d'Uvira, capitale provisoire du Sud Kivu depuis la chute de Bukavu en février. Cette percée militaire intervient moins d'une semaine après l'entérinement à Washington le 4 décembre d'un accord de paix entre la RDC et les Rwandais. Cette escalade démontre encore une fois la fragilité des processus en cours et l'urgence de finaliser les pourparlers de Doha. Mais la conclusion du processus de Doha suffira-t-elle à contenir une rébellion qui bénéficie toujours d'un soutien de Kigali? Bonjour et bienvenue dans le 49e épisode de la saison 5 de Ponabiso, la capsule audio qui décrypte l'actualité de la RDC. Je suis Itiel Batounike, chercheur au pilier politique à l'Institut Ebouteli, et cette semaine, nous analysons les implications de la chute de la ville d'Uvira. Le retour du président Félix Tshisekedi à Kinshasa le 5 décembre a été célébré par la majorité au pouvoir comme l'avènement d'une nouvelle ère de pacification de la RDC, confrontée à une guerre vieille de 3 décennies et aux agressions récurrentes du Rwanda. L'Union sacrée de la nation avait mobilisé des foules pour saluer la victoire diplomatique du chef de l'État. Pourtant, cette euphorie contrastait fortement avec la situation sur le terrain. L'AFC M23, appuyé par le Rwanda, poursuivait son offensive vers Uvira. Quelques jours ont suffi pour révéler les limites des accords de Washington. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé le 8 décembre devant le Parlement réuni en Congrès, Félix Tshisekedi a lui-même reconnu la poursuite des hostilités en faisant remarquer ce qui suit. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que les Rwandais ne respectent pas ces engagements. Ces supplétifs de l'AFC M23 ont multiplié les attaques notamment à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu, brisant les cessez-le-feu et ravivant la détresse des civils. Même l'appel du groupe de contact international pour les Grands Lacs, incluant les États-Unis, exhortant les M23 et les forces de défense rwandaises RDF à cesser leurs opérations n'a pas infléchi la dynamique militaire. La poursuite active du soutien rwandais au M23 montre que la diplomatie devrait dépasser les condamnations verbales à travers des communiqués pour user de véritables leviers susceptibles de contraindre les Rwandais à honorer ses engagements. L'absence de mécanismes coercitifs réduit ces engagements à des déclarations largement théoriques. Les forces de la coalition AFC M23 RDF ont finalement pris Uvira après le retrait des troupes loyalistes appuyées par l'armée burundaise et les Wazalendo. En occupant Uvira malgré l'accord de Washington, l'AFC M23 semble vouloir délivrer un message explicite. Seul le pourparler de Doha l'engage réellement, même si le cessez-le-feu décidé dans ce cadre de discussion n'a pas non plus été respecté. Faute d'accord global, un accord cadre minimaliste a été signé le 15 novembre entre le gouvernement congolais et la rébellion. En dehors des 2 premiers protocoles déjà signés mais non exécutés, 6 autres protocoles additionnels constituant l'ossature du règlement politique du conflit n'ont pas encore été négociés. Le 9 décembre, l'AFC M23 a annoncé la convocation par le Qatar de nouvelles rounds de discussions en raison de la dégradation rapide de la situation sur les lignes de front et plus particulièrement autour d'Uvira. Dans ce contexte, la reprise des pourparlers apparaît comme une fenêtre de désescalade, mais tout dépend une fois de plus de la bonne foi des parties. Cependant, il est temps que Doha cesse d'être un cadre du statu quo où les 2 parties prenantes se parlent continuellement pour confirmer leurs désaccords. Certaines demandes du M23 comme le fédéralisme exigent un débat national impliquant toutes les couches de la population congolaise. Ainsi, le cadre bipartite de Doha devient limité et inapproprié pour lever des options fondamentales sur l'avenir de la nation. Le M23 ne peut pas se prétendre légitimement représentant de toute la population. De son côté, le gouvernement ne peut pas avancer sur des sujets aussi sensibles sans un consensus avec les autres forces vives du pays. Le risque d'un cadre strictement bilatéral est double. Il personnalise les conflits en réduisant les autres acteurs à des simples observateurs des enjeux qui les concernent pourtant directement. Il rend surtout hypothétique la mise en œuvre d'un quelconque compromis qui a priori se bitera à l'hostilité des autres forces vives de la nation. En effet, les questions relatives aux 6 protocoles non encore discutés devraient l'être dans un format plus intrusif, à l'instar de celui que proposent les églises catholiques et protestantes dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. L'avantage de ces dialogues réside dans le fait qu'il permet de faire participer aux discussions les autres composantes de la nation pour éviter que les 2 protagonistes n'imposent leurs agendas au pays sans tenir compte d'autres sensibilités. Les dialogues comprenant les autres forces vives de la nation telles que la société civile, les groupes armés locaux, l'opposition non armée, permettent ainsi de marginaliser les 2 protagonistes et de faire triompher les intérêts républicains sur ceux des camps opposés actuellement dans ce conflit.
Ce n'est qu'à cette condition qu'il est possible d'espérer la fin des hostilités pour permettre le rétablissement de l'autorité de l'État sur tous les territoires et relancer une trajectoire démocratique stable. Pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542. À bientôt.